Donc bonjour à tous, bienvenue au Palais de la Découverte pour cet exposé d'informatique et sciences du numérique où nous allons parler un petit peu de robotique. Alors en robotique, moi j'aime bien commencer cet exposé par un petit peu d'étymologie en se demandant, mais d'où vient le mot robot? Si vous connaissez la réponse, c'est facile, vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, par contre, c'est une question très difficile. En général, quand on ne sait pas d'où vient un mot en français, alors on a une chance sur deux, on peut dire soit « oh, ça vient du latin » ou « ça vient du grec », et puis en général, les mots viennent toujours du latin ou du grec. Manque de chance, le mot robot, évidemment, c'est ça qui rend la question intéressante, ne vient pas du latin, il vient pas vraiment du grec. Alors on se dit des fois, en anglais ils disent « robot », alors ça doit être un emprunt à l'américain, comme on fait souvent en technologie, en informatique. C'est quelque chose qui vient des universités américaines, et c'est pas vraiment le cas du mot robot. Parce que c'est un mot qui ne vient pas vraiment de la science et de la technologie, mais plutôt de la science-fiction. Il vient d'une pièce de théâtre d'un écrivain tchèque qui s'appelait Karel Čapek et qui utilisait un mot dérivé du mot robota. Et robota, c'est les gens qui font les travaux forcés, les corvées, les serfs, les péons, tous les gens qui font les tâches dont on ne veut pas s'occuper et dont on charge les robots. Et donc dans sa pièce de théâtre, écrite en 1920, qui s'appelait Rossums Universal Robots, il raconte l'histoire de ces robots qui sont des êtres créés par les humains pour pouvoir se charger de toutes les tâches, de toutes les choses que les humains ne veulent pas faire. Et alors on est en Europe de l'Est, au sortir de la Première Guerre mondiale. L'ambiance c'est pas forcément à la grande joie, et c'est une pièce de théâtre qui se termine pas très bien. L'histoire se termine très mal, et je parie que vous pouvez déjà deviner comment se termine cette histoire. À la fin, les robots, lassés de devoir faire tous les travaux pénibles, toutes les corvées des humains, se révoltent contre leur créateur, et telle la créature de Frankenstein, cause un grand nombre de dégâts. L'histoire se termine très mal pour les humains, elle se termine très mal pour les robots aussi, parce qu'ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls sans humains. Donc c'est vraiment une histoire très sombre. Et en plus, les robots de Karel Čapek ne sont pas vraiment des robots comme on les connaît, comme on les pense aujourd'hui. C'est-à-dire ce ne sont pas des créatures de métal fabriquées dans des usines, hein. On les fait pousser dans des cuves, ils grandissent, et puis ils sortent, un peu comme des légumes, même s'ils ressemblent à des humains, hein, ils sont entièrement biologiques. Un écrivain que moi j'aime beaucoup plus, et qui n'a pas inventé le mot robot, mais qui a inventé, sans le savoir, le mot robotique. Il a écrit ce mot pour la première fois dans une nouvelle, dans un roman, et il n'a pas réalisé que c'était un mot nouveau, pour lui c'était naturel. Il y a des robots, on fabrique des robots, on sait comment on les fabrique. Il y a une science de tout ça, une discipline, et cette discipline s'appelle naturellement la robotique, comme l'automatique ou l'informatique. Et cet auteur, qui est Isaac Asimov, a écrit un tas d'histoires sur les robots, à partir des années 40, et il m'intéresse beaucoup plus parce que comme lui-même était un scientifique et qui faisait de la vulgarisation, la première chose qu'il a dit c'est: mais tout le monde a déjà entendu 1000 fois des histoires de robots qui se révoltent contre leur créateur. La personne qui créera un robot, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire attention à le concevoir pour qu'il soit sûr, pour qu'il soit pas dangereux. Et il avait décrit les 3 lois de la robotique qui expliquaient comment les robots allaient être inoffensifs. La première loi de la robotique, la première règle, c'est un robot ne doit jamais porter atteinte, blesser un être humain, ni même par son inaction laisser un être humain exposé au danger, menacé. Il doit toujours agir, intervenir. Et puis ensuite, la deuxième règle, c'était si c'est pas en contradiction avec la première, alors il doit toujours obéir aux ordres donnés par les êtres humains pour être utile. Et en troisième seulement, il doit protéger sa propre existence et faire attention à lui-même, mais uniquement si c'est pas en contradiction avec les autres. Et par conséquent, avec ces 3 lois, alors tout est bouclé, hein, c'est prévu, il n'y a aucun risque qu'un robot présente un danger. Donc les histoires d'Isaac Asimov doivent être plutôt ennuyeuses, il ne doit pas se passer grand-chose. Évidemment pas, hein, il se passe des tas de péripéties, parce que c'est un petit peu aussi l'histoire de beaucoup de choses en robotique, où sur le papier, en théorie, on a tout prévu, tout est réglé, tout est dans le cadre, tout va bien se passer. Et puis dans la pratique, dans les faits, quand on essaie de passer au concret, on a toujours des surprises, il y a toujours des petites choses inattendues qui dévient un petit peu de ce qu'on aurait pensé. Alors pour s'éloigner un petit peu de la science-fiction et pour venir un petit peu plus à de la robotique au sens où on l'entend quand on travaille dans les laboratoires ou dans l'industrie, alors qu'est-ce que c'est un robot exactement? Alors, en général, ce qu'on dit tout de suite c'est un robot c'est une machine. Alors, tous les robots sont des machines. Mais est-ce que toutes les machines sont des robots?
Ça, en général, on se dit, bah non, toutes les machines ne sont pas des robots. Donc une machine, c'est un système artificiel conçu pour effectuer une tâche, mais qu'est-ce qui distingue les robots, comme mon ami Nao ici, là, des autres machines? Alors une différence importante, bah, c'est que les robots agissent de manière autonome. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour appuyer sur les boutons au fur et à mesure. Là, bon, moi Nao qui bouge depuis tout à l'heure, si je lui parle, il hoche la tête, il écoute, t'écoutes bien tout ce que je dis, Nao? Oui, c'est bien. Ils agissent de manière un petit peu autonome. Alors une machine qui fait des choses de manière automatique, c'est ce qu'on appelle un automate. Et alors un automate, il en existe, dès l'Antiquité on commence à en trouver, il y en avait beaucoup à la Renaissance, c'était très à la mode avec des systèmes d'horlogerie, des machines qui peuvent automatiquement répéter une séquence, une série d'actions, comme cette machine qui trace des lignes d'écriture, avec tout un système d'engrenage, etc. Alors il trace des symboles avec son crayon sur une feuille, mais on a quand même l'idée que cette machine, si je lui enlève, si je lui pique son crayon, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la machine va continuer à faire le même geste, bêtement, encore et encore, de manière automatique. Ce n'est qu'un automate. Ce qui distingue les robots un peu modernes, ce qu'on fait aujourd'hui en recherche des robots, c'est qu'il s'agit de machines qui agissent de manière autonome, mais qui surtout sont dotées de capteurs ou de senseurs pour percevoir leur environnement. Et en fonction des données qu'ils perçoivent et qu'ils vont traiter, eh ben, ils vont choisir, décider d'un comportement, ils vont pouvoir agir ensuite avec leurs actionneurs ou actuateurs, leurs moteurs, et entre les deux se trouve tout un système, généralement informatique, qui va prendre des décisions et dire voilà comment, en fonction de ce qui se passe dans mon environnement, je vais agir. Alors le premier robot qui vraiment répond à cette définition un petit peu moderne, qui a des senseurs, qui réagit à son environnement, alors on ne l'appelait pas un robot parce qu'il a été conçu, imaginé avant même que le mot robot apparaisse pour la première fois. C'est un electric dog, un chien électrique qui s'appelait Seleno à l'époque. Alors il avait été fabriqué pour tester un petit peu, pour voir ce qu'on pouvait faire avec. Le principe, les senseurs, les capteurs qu'il avait, c'était des cellules photoélectriques. Il s'appelait Seleno parce que les cellules en question contenaient du sélénium, qui est un matériau qui peut laisser plus ou moins passer du courant en fonction de s'il est exposé ou non à la lumière. Et lorsque ce robot-là percevait de la lumière, il allait se diriger d'un côté ou d'une autre, et de cette manière, il pouvait suivre une source de lumière, suivre son maître, qui pouvait indiquer avec une torche comme ça, le promener, le balader. On pouvait se balader avec en laisse un robot. Alors plutôt que de juste en parler, je peux directement le montrer puisqu'on a une reproduction à l'identique de cet Electric Dog du début du XXe siècle. Hop. Alors bon, il galère un petit peu à monter. Hop. Hop là. Alors voici notre Electric Dog du Palais de la Découverte que j'amène ici au bout. Alors quand je dis reproduction identique, c'est parce que quand on a passé la commande, bon, c'est pas l'original, parce qu'il n'aurait pas survécu jusque-là. Extérieurement, il est identique à l'original. Il ressemble à la même caisse en bois, etc. Il se déplace comme ce serait un peu déplacé l'original. Si je pointe la torche à droite, à gauche, il me suit, je peux le promener un petit peu en laisse. Alors on voit sur les schémas d'origine du robot ici, qui est rempli à l'intérieur de moteurs, de batteries, de tout un équipement. Il n'y avait pas d'informatique vraiment compacte à l'époque. C'est des systèmes électromécaniques. Et le problème, c'est que plus on met des gros moteurs pour le faire bouger, plus ça consomme d'énergie, puis il faut le remplir avec d'autres matériels et des batteries supplémentaires. Mais plus on met des batteries, plus il pèse lourd, plus il faut des gros moteurs, plus il faut des grosses batteries. Donc la caisse à savon comme ça, c'était un petit peu nécessaire. Alors celui qu'on a reconstitué, on a quand même un petit peu profité des technologies modernes. Alors quand je l'ouvre à l'intérieur, vous voyez, il n'y a rien. Il y a juste une batterie et puis un tout petit circuit qui fait l'intégralité des tâches. Parce que bon, c'est quand même un robot un petit peu trivial. Alors il y a une question qu'on peut souvent se poser sur les robots de démonstration, et en particulier pour cet Electric Dog de 1912, ce Seleno, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert une machine comme ça? Quelle utilité ça peut avoir? Alors on peut imaginer différentes choses, porter des charges par exemple, déplacer des choses, comme un animal de bas. Alors le problème c'est que comme il est déjà assez lourd à l'époque, et il n'a pas beaucoup de marge pour du poids supplémentaire, donc on ne peut pas lui faire porter grand chose. Alors
Quand on fait de la recherche, hein, souvent il faut pouvoir justifier, dire voilà à quoi vont servir mes travaux pour pouvoir avoir des financements. Et pour avoir des financements, à l'époque, ces concepteurs sont passés par une source assez classique, assez habituelle, de dire mais il y a des applications militaires. On pourra s'en servir pour faire des torpilles guidées, capables de suivre la lumière d'un projecteur, de trouver une cible, de retrouver un bateau et de le couler en déterminant, en fonction de la différence de lumière, où se trouve leur cible et de automatiquement les abattre. Alors c'était ce qu'ils annonçaient, hein. En pratique, les torpilles guidées, les missiles guidés, bon, pendant la Première Guerre mondiale, il n'y en a pas eu des masses, hein, ça n'a pas vraiment servi à ça. C'était plus, la vraie raison, c'était parce qu'on peut le faire, on a envie d'avoir cette machine, de voir quelque chose qui nous suit un petit peu, et puis d'imiter une créature. On trouvait dans les magazines de sciences populaires, dans la vulgarisation des choses, comme ici en 1928, une machine très similaire à celle-là qui était décrite, je vous traduis, de la manière suivante, toutes les majuscules sont d'origine, le nouveau chien mécanique français qui peut faire presque tout ce qu'un vrai chien peut faire et bien d'autres choses encore. Alors vous emballez pas trop, hein, c'était la même machine, hein, il suit une lumière et puis si jamais... Alors la différence c'était que quand la lumière devenait assez forte, quand il avait rattrapé la source de lumière, il se mettait à aboyer. Par aboyer, il faut entendre qu'il faisait beaucoup de bruit et qu'on appelait ça des aboiements, comme un vrai chien qui a trouvé son maître. Et puis on était content. Alors on trouvait d'autres applications, on voyait des images un petit peu comme celle-ci, mais au lieu de la personne qui tenait une torche, d'être le brave créateur du robot, était un voleur, masqué, vraiment tout stéréotypé, avec le sac sur le dos, avec toutes les affaires, avec sa torche, sa chemise rayée, évadé de prison. Et puis le robot, le fidèle Electric Dog qui gardait la maison, avait un pistolet dans la gueule et lorsqu'il voyait une source de lumière, PAM! Il tirait sur le voleur et pouvait ainsi défendre la maison et défendre ses biens. Bon, alors c'est pareil, on met ça dans les magazines. Je ne sais pas si chez vous, vous avez envie d'avoir un robot qui tire à vue dès qu'il voit de la lumière. En pratique, ça n'a pas trouvé beaucoup d'usage, hein. Mais on avait là quand même un robot capable de se déplacer, de faire différentes choses et de bouger. Alors, Nao, puisque tu es là. Tiens d'ailleurs, tu veux te présenter, Nao ? Tu veux te présenter? Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Je suis un robot humanoïde créé par SoftBank Robotics. J'ai été conçu pour assister les humains et aujourd'hui des milliers d'élèves apprennent la programmation avec moi. Nous allons vous montrer ce dont sont capables les robots. Voilà. On va en faire un petit peu plus, hein, parce qu'avec des robots modernes qui ressemblent à des humains comme Nao, on peut faire des démonstrations un peu plus impressionnantes que quelque chose qui suit juste une lumière. Alors, Nao, dis-moi, que penses-tu d'Electric Dog? Je préfère mes couleurs élégantes et mes jolis petits doigts. Voilà. Bon, ils sont aussi plus fiers de leur design, les robots actuels, on fait comme ça. Alors, cela dit, les robots humanoïdes comme Nao sont pas nouveaux, hein. On en a trouvé assez vite. Notamment, alors ici en 1928, on a les premiers robots humanoïdes, premier androïde, hein, qui ressemble à un homme, à un humain, qui s'appelle Eric. Alors Eric est capable de bouger, de s'agiter, de parler, fait différentes choses. Par exemple, au cours de cette petite vidéo de démonstration, à l'origine, il avait donné une présentation pour une exposition universelle. Il remplaçait une personnalité qui devait être là, et puis qui n'était pas là pour donner le discours. Alors ici, la dame présente le robot Eric, et elle dit de lui que Eric est l'homme idéal, car il fait tout ce qu'on lui dit. Bon, c'est une certaine définition de la perfection, si vous voulez, le fait de faire tout ce qu'on dit. Et donc, le présentateur dit à côté, « Eric, lève-toi » et sous les yeux de la foule, le robot se lève, se dresse. « Eric, lève ton bras droit » il lui dit. Et Eric répond à la commande et lève son bras droit. Et Eric tourne la tête vers la droite, Eric tourne la tête vers la gauche, Eric lève le bras gauche, etc., etc. Et au fur et à mesure, le robot s'exécute et accomplit les instructions. Bon, c'est une jolie vidéo, je suis sûr que Nao peut faire ça aussi. Nao, assieds-toi. Assieds-toi. D'accord. Hop. Moi aussi, hein, j'ai un robot qui peut s'asseoir, qui peut se lever. Il n'y a pas de raison. Hop, lower your left arm, baisse ton bras gauche, lève ton bras gauche. Alors il passe son temps à se contredire, à lui demander de faire une chose puis une autre. Hein. Mets-toi debout. D'accord. Hop. Oh, le robot, il obéit, hein, il exécute les instructions, il fait ce pourquoi on l'a programmé. Alors, moi, c'est le moment de l'exposé où je m'arrête un petit peu là quand même. Bon, Nao fait ça,
Ça surprend personne, hein, un robot qui répond aux commandes, qui se lève, qui s'assoit. Eric, en 1928, moi personnellement, la première fois que je suis tombé dessus, il m'a intrigué un petit peu. Est-ce que quelque chose ne vous semble pas un petit peu bizarre dans cette histoire? Nous avons un robot en 1928 capable de faire comme ça, de manière entièrement autonome, il n'y a même pas un câble branché sur lui. Bon, Nao non plus, hein, n'a pas besoin de câble, il se débrouille très très bien en sans fil, tant qu'il a de la batterie. Mais alors, cette machine-là, à une époque où l'informatique n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, est capable de faire de la reconnaissance vocale, vraiment de la reconnaissance vocale en 1928, c'est intriguant. Alors ça m'a intrigué, j'ai creusé un petit peu, et puis... bon, il s'avère que non, le robot ne fait pas de reconnaissance vocale. Le robot n'a pas vraiment beaucoup de moteurs embarqués à l'intérieur. En fait, il y a des câbles qui passent dans la coque avec des poulies, et puis il y a un système qui tire sur le bon câble, et puis quelqu'un derrière avec une télécommande qui, quand il entend bras droit, appuie sur le bouton bras droit, quand il entend bras gauche, appuie sur le bouton bras gauche. C'est pas vraiment un robot, hein. Ça c'est juste un automate capable de faire quelques gestes préprogrammés, mais c'est bien suffisant pour donner une image impressionnante. Alors, une manière un petit peu de savoir si on a affaire à une vraie machine qui a des vraies capacités ou à quelque chose qui est vraiment plus pour l'image, c'est de se dire, oui, mais au-delà de la vidéo, à quoi il peut servir ce robot? Après tout, Karel Čapek, dès le début, hein, il avait imaginé, on va faire travailler les robots dans les usines, on va les faire travailler dans les champs. Est-ce que Eric travaille dans les usines? Non. Pour autant, est-ce que la robotique, c'est du faux, les robots ne travaillent pas dans les usines? Si, mais il a fallu attendre un petit peu plus. Des machines comme Unimate, ici, là, années 60, hein, donc il a fallu attendre quelques décennies pour voir arriver le premier robot industriel, là, capable de travailler dans l'industrie automobile. Il servait à saisir, à apporter des pièces différentes, et notamment dans des environnements qui sont dangereux, des pièces trop chaudes, portées au rouge, ou dans des environnements avec fumées toxiques, des choses comme ça. Il est capable de manipulation relativement précise, et ma foi, ce robot se débrouille pas trop mal. Alors cela dit, j'ai quand même une petite appréciation pour la fin de cette vidéo, où on le voit placer différents objets de manière très minutieuse. Alors notez que dans l'industrie, je vous ai donné une définition des robots tout à l'heure, où c'est important d'avoir des capteurs, des actionneurs, et puis entre les deux, le contrôleur. Les robots industriels, souvent, s'embêtent pas trop avec cette définition-là, hein. C'est juste une question de degré de liberté, de nombre de gestes capables d'effectuer. Regardez bien le geste de la personne qui se fait servir un verre par ce robot, et qui place son verre juste sous le col de la bouteille. S'il ne déplace pas son verre au bon moment, que se passe-t-il? La machine va allègrement vider le contenu de la bouteille sur le comptoir, sans trop s'ennuyer. Mais on a quand même quelque chose capable d'effectuer des gestes complexes, de travailler, de remplacer les humains à la tâche, et là on commence à avoir vraiment des robots un peu plus intéressants. Alors des robots, aujourd'hui on en trouve beaucoup plus, de toutes les tailles, de toutes les formes. On trouve toujours des robots industriels, comme les machines pick and place, hein, pour les circuits électroniques, souvent les circuits sont encore beaucoup placés à la main pour les grosses pièces, mais pour tous les petits composants, c'est bien plus pratique d'avoir une machine capable de les poser automatiquement comme ça. Et par ailleurs, ce type de machine, c'est vraiment un robot, hein, c'est pas juste un automate. Elle ne répète pas toujours les mêmes gestes, elle est dotée de capteurs et elle est capable de détecter si quelque chose s'est un petit peu décalé, déplacé. Pourquoi? Parce que quand on fait 10, 100, 1000 fois le même geste, pour peu que le moteur soit pas parfaitement calibré, il y aura des petits décalages, des petites différences en fonction de la température. Et une machine qui fait toujours le même geste bêtement alors qu'il y a des décalages, alors qu'il y a des différences, va commencer à poser les composants à côté, à casser une plaque de 10. Et c'est l'apprenti sorcier, et on a du mal à l'arrêter, et c'est la catastrophe. Donc il faut que le robot soit capable de détecter automatiquement quand il y a un souci. Après, c'est pas forcément réservé à des industries ou des choses. On en trouve aussi dans notre quotidien, des machines comme Roomba, capables de passer un petit peu l'aspirateur sur le sol. C'est un robot, il a des capteurs, des contacts dans lesquels, s'il rentre en contact avec un mur, il détecte qu'il est entré en collision avec quelque chose, s'arrête, change de direction, et réagit de cette manière à son environnement. Des robots en forme de libellules, des robots pour explorer d'autres planètes, comme la rover Curiosity sur Mars. Et si vous avez un doute, que vous vous demandez est-ce que la machine n'est pas tout simplement télécommandée, dans le cas de Curiosity, il n'y a pas le choix. Il faut bel et bien avoir un robot autonome, parce que, compte tenu du temps de réponse, du temps de transmission, entre la Terre et Mars, vous pouvez avoir, dans le meilleur des cas, 5 minutes aller-retour, et dans le pire, jusqu'à 3/4 d'heure de temps de réponse. Donc imaginez que le robot commence à s'approcher d'un gros caillou ou d'une falaise. 20 minutes plus tard, l'opérateur s'en rend compte, il stoppe la machine, mais la machine ne stoppera que encore 20 minutes plus tard, le temps que la commande revienne à l'autre bout. Donc il faut avoir des machines autonomes capables de se débrouiller tout seules, et seulement de temps en temps de nous retransmettre des données qu'elles ont captées, les images qu'elles ont prises,
et seulement de temps en temps de recevoir des mises à jour de leur programme, des nouvelles instructions pour pouvoir avancer. Au revoir. Au revoir? Pas du tout, Nao. Pas encore. Justement, on va présenter ici mon ami Nao, parce qu'on a des machines de toutes les tailles, de toutes les formes. Voilà un petit robot humanoïde, donc créé par SoftBank Robotics, comme il se présentait tout à l'heure. Et donc on disait, les robots, ce sont des machines avec beaucoup de capteurs, beaucoup d'actionneurs. Donc Nao, comme vous pouvez le voir ici, est bardé de petits capteurs. Alors, comme il ressemble à un être humain, ça induit plein d'idées qui peuvent être un petit peu trompeuses. Par exemple, si je parle à Nao et que je veux qu'il m'entende bien, où est-ce que je vais lui parler? Comment est-ce que Nao m'entend? Normalement, si on voit un être humain, on se dit qu'il entend par les oreilles. Ouais, les oreilles sont là. Donc je peux parler à Nao ici. Mais en fait, non. Parce que quand on observe, on voit que, ah non, Nao n'entend pas par les oreilles. Il parle par les oreilles. Parce que c'était pratique de mettre les haut-parleurs ici. Ça faisait une jolie forme pour la tête. Du coup, il a fallu mettre les micros ailleurs. Pas devant les haut-parleurs, parce que sinon, il passerait son temps à s'assourdir. Donc, les micros sont placés sur le dessus de la tête. Donc Nao entend par le dessus du crâne. Il n'y voit pas par ses yeux, parce que pour lui donner un regard un petit peu sympathique, il y a des petites diodes qui s'allument, et ça fait de la lumière à tout bout de champ. Donc ces caméras sont placées, on peut voir sur le schéma, ici et là. Nao regarde par la bouche et par le front. Il a deux yeux placés, l'un au-dessus de l'autre et non pas sur le côté pour nous, donc ça fait une perspective un petit peu différente. Et possède plein d'autres capteurs, plein d'autres senseurs. Alors il a une centrale inertielle, un gyroscope, un accéléromètre, comme dans votre smartphone, pour détecter s'il est penché, s'il s'incline, s'il va bien, si tout il est dans la bonne direction. Il est capable de réagir à différentes situations. Et il a des senseurs dans ses moteurs pour savoir s'il y a quelque chose qui est en train de bloquer. Des boutons qui détectent s'il est entré en collision, quelque chose avec ses pieds là. On voit des petits capteurs s'allumer. Mais enfin, il n'y a pas de problème parce que de toute façon, c'est pas comme s'il pouvait lui arriver quelque chose d'imprévu. Allez, debout. S'il tombe, il détecte qu'il a fait une chute, se replace et effectue une série de mouvements pour pouvoir se remettre debout. Hop, automatiquement. Ni vu ni connu. Merci Nao, c'est parfait. Hop Ok, là, je lance la allez, conférence sur la robotique mobile. on reprend. Il est bardé de capteurs, il est aussi bardé d'actionneurs, bien sûr, de muscles qui lui permettent de faire tous ces gestes, des moteurs. Vous voyez, il y a parfois plusieurs moteurs par articulation pour pouvoir faire des mouvements, des gestes dans différentes directions. Avoir tous les degrés de liberté qui lui sont nécessaires pour bouger un petit peu. Il est déjà un petit peu rigide par rapport à un vrai humain, donc il faut lui donner le plus de souplesse possible pour faire des choses là. Et alors on peut se demander aussi, alors à quoi sert-il? À quoi sert Nao? À quoi sers-tu Nao? Alors en l'occurrence, il m'aide à faire mon exposé. On fera 2-3 démonstrations tout à l'heure pour voir un petit peu ses capacités, le mettre à l'épreuve. Dans l'ensemble, un Nao est un robot qui a des visées académiques et pédagogiques, c'est-à-dire qu'il peut servir alors à l'éducation, à apprendre à programmer un robot assez complexe, puisqu'il est humanoïde, il a beaucoup de capacités de mouvement diverses. Il sert aussi, alors on fait des compétitions, des chercheurs s'en servent pour voir un petit peu quel groupe a les meilleurs algorithmes, qui sont les plus capables. Parce qu'on peut faire des concours de robots entre différents laboratoires pour voir un petit peu qui sont les meilleurs, c'est intéressant, mais rapidement le concours risque de dégénérer en qui a les meilleurs financements, qui a les moyens d'acheter les robots de meilleure qualité, alors que si on dit, tout le monde utilise des Nao, même version, même modèle, tout le monde est sur un terrain de jeu égal, et c'est vraiment le meilleur algorithme, la meilleure intelligence artificielle qui va gagner, l'emporter, et pouvoir faire des progrès d'année en année. Alors Nao est un robot quand même un petit peu compliqué à programmer. Alors on va peut-être faire une petite démonstration avec un modèle un petit peu plus simple qui s'appelle Timio, qui est conçu directement lui vraiment pour l'éducation, pour apprendre les bases de la programmation. Donc Timio est un tout petit robot que voici, avec au fort peu d'actionneurs. Il a une roue, deux roues qui peuvent tourner en avant, en arrière. Il se déplace de cette manière, il roule, et puis il a des petits boutons, des petits capteurs pour savoir quand on appuie sur les boutons, et aussi des capteurs infrarouges qui lui permettent de détecter si un obstacle se trouve devant lui, à quel endroit, à quelle distance. Il y a un accéléromètre pour savoir s'il penche. Et on peut donc lier ces capteurs à ces actionnaires avec un langage de programmation visuel. Si vous n'avez jamais programmé de votre vie, ça n'est pas trop compliqué à comprendre. C'est le grand intérêt de la chose. Alors le principe, c'est que chaque instruction se présente comme suit. Vous avez le capteur et vous avez les actionneurs. Le capteur, en l'occurrence, c'est un des capteurs de distance infrarouge qui dit si mon capteur détecte qu'il y a un obstacle à droite, alors mon moteur gauche va tourner vers l'arrière et mon moteur droit va tourner vers l'avant. Et si je fais tourner un moteur dans un sens et l'autre dans l'autre, que se passe-t-il? Le robot va se mettre à tourner, en l'occurrence vers la gauche lorsqu'il a un obstacle à sa droite,
Ou bien, je peux rajouter une autre instruction pour dire si l'obstacle est à ta gauche, alors cette fois-ci tu tournes vers la droite pour éviter les obstacles. Et s'il n'y a pas d'obstacle et que tout est dégagé, alors fonce, va droit devant toi. Et puis, j'ajoute aussi une autre petite instruction parce que c'est souvent une bonne idée quand on a des robots et qu'on veut quand même pouvoir les arrêter, d'avoir un bouton stop. Ou si on appuie dessus, le robot s'arrête, stoppe son mouvement et ça me permet de le rattraper et lui faire différentes choses. On va donc faire une petite démonstration, on va programmer, charger ce petit programme tout simple sur ces robots en les connectant à un ordinateur avec un câble USB comme un téléphone portable ou autre directement. Tac, je branche mon robot, je démarre mon petit logiciel de programmation. Hop. Du nom de Azeba Studio. Et je vois que Timio 2 est connecté sur le port USB. Je peux donc me relier au robot Timio 2, charger le petit programme que je viens juste de montrer, et on voit les 4 instructions qu'on avait à l'instant. Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est à poser une petite arène dans laquelle le robot va se déplacer, errer et chercher à éviter les obstacles. Donc on peut constater que le robot se déplace et quand il arrive devant un mur, devant un obstacle, il tourne et esquive ce qui se trouve sur son chemin. Si un autre obstacle se trouve ici par exemple, hop, le robot va le contourner, tourner autant de fois que nécessaire pour arriver à naviguer. Alors, plus on est de fou, plus on rit. Donc ce que je vais faire, c'est compliquer la situation en ajoutant à mon premier robot un autre robot avec le même programme. Bon, il s'agit d'un programme d'évitement d'obstacles qui a l'air de fonctionner, donc ils vont s'éviter mutuellement. Je lâche un deuxième robot et il se promène dans l'arène. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, pour leur compliquer encore la vie, je vais ajouter un troisième robot et voir un peu ce qui se passe. Ah, voilà qui est ennuyeux. Mes 2 robots sont entrés en collision frontale et sont maintenant en train de se battre jusqu'à ce qu'un troisième arrive et perturbe la chose, ou qu'il passe trop près d'un mur, ou que n'importe quel autre petit changement de circonstance leur fasse se dire « Oh, il faut que je tourne maintenant » et leur fasse aller voir ailleurs. Ok, stop, on va s'arrêter là. Merci les petits amis, vous pouvez vous mettre en pause. Donc que s'est-il passé? Mon programme avait pourtant l'air bien pensé. J'avais tout prévu, les obstacles à droite, les obstacles à gauche. Ah ben non, j'avais pas prévu le cas où un obstacle qui fasse exactement la taille du robot arriverait exactement face à lui, c'est-à-dire un deuxième Timio, et passerait ainsi entre le capteur de droite et le capteur de gauche. Et je dois aussi prévoir ce cas de figure. Et quand on a prévu ce cas de figure, on se retrouve avec un nouveau problème, et ainsi de suite. Et d'une manière générale, le problème de se déplacer dans un environnement, d'éviter de se taper la tête un peu partout, c'est quelque chose d'un peu difficile, d'un peu délicat et intéressant. Donc on va le regarder un petit peu plus avant. Bon, voyons. Mes Timio disent, si la voie est libre, j'avance. Si j'ai un obstacle sur la gauche, je tourne à droite. Si j'ai un obstacle sur la droite, je tourne à gauche. Et puis si je suis arrivé à destination, je n'ai plus qu'à m'arrêter et je peux faire un robot qui va là où je souhaite qu'il aille. Problème, si jamais je souhaite me déplacer dans une pièce, vous voyez le plan ici, en évitant les obstacles juste de cette manière un peu naïve, je vais me déplacer. J'aurai bientôt besoin de recharger ma batterie. Ne t'en fais pas, Nao, on s'occupera de toi. Tiens, d'ailleurs, je te remets un peu de courant. Hop. Hop là. Donc mon robot va se déplacer, éviter les obstacles et avoir des petits soucis. Là, il va aérer jusqu'à ce qu'il arrive à sa destination de manière un peu hasardeuse. Ce serait mieux en fait que lorsqu'il a évité un obstacle, il se remette ensuite dans la bonne direction et retourne vers sa destination. Et prenne ainsi le plus court chemin. J'ai envie de prendre le plus court chemin pour aller d'un point à un autre. Alors comment fait-on pour trouver le plus court chemin d'un point à un autre? Savez-vous trouver le plus court chemin d'un point à un autre? Si je vous offre un plan, vous allez me dire bien sûr, je vais regarder, je vais me trouver un itinéraire, c'est pas quelque chose de très compliqué. Alors ce qui complique un petit peu l'exercice, vous voyez, c'est que trouver le plus court chemin, ça on sait faire. Savoir faire quelque chose, c'est bien. Ce qui est plus difficile que de savoir faire quelque chose, c'est de savoir l'expliquer à quelqu'un d'autre. Il faut savoir non seulement le faire, mais aussi comment le faire, comment y parvenir et pouvoir expliquer la démarche.
Ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que, bon, bah, être prof, c'est pas toujours un boulot facile. Après, il y a le niveau encore au-dessus. C'est parce que quand on parle à des êtres humains, ça va. Les êtres humains sont intelligents, comprennent. C'est pas trop difficile pour moi de formuler les choses d'une manière que vous puissiez comprendre. Parce que vous pouvez tirer vos propres déductions. Quand on parle à un robot ou à une machine, quand on programme par contre, eh ben, ça devient beaucoup plus délicat. Parce qu'il faut savoir très exactement ce qu'on fait, tout traduire en nombres, tout numériser pour arriver à un résultat décent. Alors on va prendre une version très simple du problème avec ce tout petit diagramme, ce tout petit graphe avec un point de départ, un point d'arrivée. Le but est d'aller du départ à l'arrivée en prenant le plus court chemin. Alors je vous laisse réfléchir à un itinéraire. Notez, faites attention, ça n'est pas à l'échelle. Ce sont les nombres qui importent et qui donnent les temps de trajet et ça n'est pas forcément les valeurs auxquelles on pourrait s'attendre si on mesurait simplement les distances à vol d'oiseau. Alors quel est le trajet le plus court? On a tendance à dire, bon, normalement, le plus court, ça va être la ligne droite, on prend une diagonale. Bah, ici, ça ne va pas être le cas. Si on regarde un petit peu, on voit qu'il faut faire un petit zigzag comme ça, avec ce trajet-là. Mais est-on sûr que c'est bien ce trajet le plus court? Alors, pour le savoir, il va falloir appliquer un algorithme de recherche de chemin et chercher étape par étape à trouver le plus court trajet vers chacun des points. Alors, le premier point, celui qu'il est forcément possible d'atteindre en un temps minimal et imbattable, en partant du point de départ, lequel est-il? On peut être porté à dire 3. Non, l'informaticien a raison. À quoi on reconnaît un informaticien? Les gens normaux, si vous savez compter, comptez pour voir, pour vous voyez ce que ça fait quand vous comptez. Si vous comptez, normalement, ça fait quelque chose comme 1, 2, 3, 4. Alors, si vous êtes informaticien, par contre, vous ne savez pas ce que vous attendez, vous attendez 0, 1, 2, 3, 4, parce qu'un bon informaticien se reconnaît à ce qu'il compte toujours à partir de 0. Le point le plus proche à atteindre est à une distance de 0, c'est le point de départ. Et lui, on en est sûr, on fera jamais mieux que 0, il n'y a pas de distance plus courte qu'une distance nulle. Et partant de cette information, dont on est sûr à 100%, et bien maintenant, on va chercher à déduire des nouveaux faits. Si je sais que je peux être ici en 0, alors je sais que je peux être là en 3, 0 plus 3. Et je sais que je peux être là en 9, 0 plus 9. Je vais noter ces informations. Ça ne veut pas dire que c'est le plus court trajet vers chacun de ces points, mais pour celui de ces points qui est le plus proche, en l'occurrence 3, je sais qu'il n'y a pas mieux. Ici c'est 0 et tous les autres trajets sont au moins aussi longs que 3. Donc je sais que la distance de 3 ici est également optimale et que je n'arriverai pas à trouver de plus court chemin vers ce point-là. Et de ça, je peux déduire que je peux atteindre ce point en distance de 3 plus 4, 7, ici 3 plus 5, 8, et ainsi mettre à jour mes connaissances, oublier l'ancienne information, 9, ça n'était pas le meilleur résultat, je peux faire mieux en passant par ici, et obtenant 3 plus 5. Et en continuant comme ça, je passe au point 7 qui est le plus proche des points atteignables. Une fois que j'ai fait tous les itinéraires à partir de 3, rien ne sert de revenir en arrière puisque je vais forcément me rallonger le trajet. J'ai épuisé toutes les possibilités, je passe au point suivant. Je peux arriver à l'arrivée en 7 plus 9, distance, temps total 16. Ok, j'ai trouvé un trajet en 16, est-ce le meilleur trajet? Je vais continuer à chercher, tester d'autres possibilités. 8 plus 7 ici, je trouve 15, c'est meilleur. Et une fois que toutes les possibilités ont été épuisées, cet algorithme me dit à coup sûr, voilà le plus court trajet vers le point d'arrivée, 3, 5, 7, ça fait un temps total de trajet de 15, et c'est effectivement le plus court chemin, ce qu'on peut démontrer, que cet algorithme est toujours correct, à moins qu'on arrive à remonter le temps en franchissant une des arêtes, cet algorithme, cette méthode est garantie de toujours donner le plus court trajet. Alors ça donne toujours le plus court trajet, on peut le voir un petit peu en action sur une grande carte, c'est un algorithme qu'on appelle l'algorithme de Dijkstra, du nom de son créateur, informaticien très célèbre. Donc ici, le système est en train de rechercher le plus court trajet vers ce point-là. C'est un point ici qu'on veut atteindre et il teste un petit peu toutes les possibilités. Un par un, on n'a plus quelques petits points, mais un maillage recouvert de petits points hexagonaux et chaque petit pixel, chaque petit point est testé, chaque trajet, et on a l'ensemble ici en bleu qui sont tous les trajets à une distance égale du point de départ et on finit par trouver celui-ci qui est un trajet minimal vers la destination. Mais la façon dont la recherche se fait ne paraît pas très maligne, pas très intuitive. Cet algorithme est correct, il donne toujours la bonne réponse, mais il semble pas très futé. C'est pour ça que souvent, quand on a des contraintes de performance, de puissance de calcul, dans les jeux vidéo notamment, on utilise une petite variante de cet algorithme qui s'appelle A*, A étoile, qui fonctionne un petit peu différemment. Si vous observez la manière dont il fait la recherche de chemin,
et que vous connaissez la destination, ça paraît très intuitif. Le système cherche à aller là, et il cherche toujours à aller en ligne droite. Et seulement lorsqu'un obstacle se dresse en travers de son chemin et qu'il ne peut pas avancer plus vite, alors il va tester d'autres possibilités. Il s'épargne ainsi un tas de calculs inutiles en l'occurrence, pour trouver le plus court chemin vers sa destination. Et de cette manière, je peux programmer mon robot pour que s'il connaît le plan de l'étage, ce qui est déjà une contrainte, s'il connaît le terrain, il puisse parvenir à sa destination de manière optimale. Ou presque. Parce que, encore une fois en robotique, tout est toujours un petit peu plus compliqué qu'on aimerait. Ce genre de trajet de calcul fait la supposition que je me déplace sur une carte et je suis un point qui va visiter d'autres points. Mais mon robot en réalité, par exemple, notamment mon gros Electric Dog qui se déplaçait tout à l'heure en oscillant un petit peu, il n'est pas vraiment capable de tourner sur lui-même, de faire un virage à angle droit. Il faut tenir compte des capacités de mouvement du robot. C'est ce qu'on appelle la planification du mouvement, on appelle parfois aussi le problème du déménageur de piano. Si vous avez déjà tenté de déplacer un gros meuble dans un escalier en colimaçon ou à travers une porte, vous savez de quoi il s'agit. On peut penser qu'on a trouvé une solution. Ah non, la porte est plus large que... Ah il suffit d'incliner la table et on commence à passer et on se retrouve bloqué dans le couloir. Ah non, il fallait en fait l'incliner, mais dans l'autre sens pour pouvoir se faufiler de la bonne manière. C'est la version très simple du problème, c'est voilà mon petit bonhomme qui a envie d'atteindre sa destination, j'applique l'algorithme de Dijkstra sur mes petites cases, je trouve un chemin, je suis content. Si mon robot fait 2 cases de large, je vois bien que l'itinéraire ici ne va pas passer. Alors il existe différentes solutions à ce problème, des solutions très simples, par exemple qui consistent à se dire, bon allez, pour simplifier les calculs, on va dire que mon robot est un gros cube. Par conséquent, vu qu'il fait 2 cases de large, il ne peut pas se trouver à moins d'une case d'un obstacle. Donc, je vais repeindre le terrain et toutes les cases qui sont contre un obstacle, et donc inatteignables pour mon gros robot, seront marquées comme infranchissables à leur tour. Les autres cases seront franchissables, avec un petit peu de délicatesse, et celles situées à 3 unités de distance ou plus d'un mur seront faciles et je pourrai m'y déplacer librement. Et je peux faire à nouveau une recherche de chemin, appliquer le même algorithme en tenant compte cette fois-ci du fait que je ne peux pas m'approcher trop des murs et trouver automatiquement une solution. Bien sûr, c'est pratique quand mon robot est un gros cube, mais souvent le problème est plus difficile. Alors quand on prend une version un petit peu plus délicate, voici un robot humanoïde en train de naviguer un obstacle à la demande de ses créateurs. Alors il est encore relié à cette époque-là à un ordinateur qui fait pour lui les calculs par un câble, mais on le voit examiner son environnement, voir que le mur comporte, comme de par hasard, un trou en forme de robot et se placer juste comme il faut pour pouvoir se faufiler dans le trou. Avec quelques petites subtilités quand même, parce que le problème est relativement simple. Bon, il y a un robot avec un trou en forme de robot, avec ses bras comme ça. Oui, mais il ne suffit pas de trouver que la forme passe. Il faut encore tenir compte du fait que le robot, à chaque pas, va osciller, avoir besoin d'un peu de marge de manœuvre pour ne pas trop frotter, que la gravité va l'entraîner, qu'il ne peut pas occuper n'importe quelle position. Toutes les étapes intermédiaires de son mouvement doivent lui garantir que le déplacement se passe bien comme il faut, ce qui est le cas ici, et le robot parvient à franchir brillamment l'obstacle. Bravo à lui. Un Nao. Tu en penses quoi? Tu peux faire mieux? Montre-nous. Bien sûr. Ah, bien Regarde. sûr. Hop. Bon, il me fait toujours un petit peu peur, mais non, en fait, ça va. Il se débrouille bien. Oh non! Catastrophe. Au moins, je tomberai pas plus bas. Encore une fois, quand il tombe, il détecte qu'il tombe, il se relève et il fait une série de mouvements de sa propre initiative. Hop là, tout va bien Nao. Courage mon petit. Allez, C'est quand même mieux comme ça. on y est. Allez, hop. Que s'est-il passé? Hop, on va le redémarrer. Ok, je lance la conférence sur la robotique mobile. On relance toujours la conférence. Vous savez ce que c'est? Quand on a un ordinateur qui marche pas bien, qu'est-ce qui se passe? On le redémarre et hop, c'est reparti du bon pied. Alors, on va quand même lui demander de refaire ça un petit peu plus lentement, un petit peu plus prudemment, Nao, d'accord? Ok. Pour voir un petit peu ce qui se passe dans sa tête, comment lui, il fait ses calculs et comment il parvient au résultat qu'on attend. Alors, je vais ouvrir pour ça une petite page web, parce qu'après tout, vous voyez, c'est un robot, il y a un ordinateur embarqué à l'intérieur, et notamment, il est capable de servir de serveur web, de me permettre de m'y connecter et d'avoir accès à quelques-unes de ces données. Dans le cadre de cette démonstration, hop, si je demande
la page du robot sur l'équilibre, je vois quelques informations sur son équilibre qu'on va pouvoir consulter ensemble et essayer de comprendre. Hop, hop. Me voici connecté au robot et à ses capteurs. Alors, Nao, comment fais-tu cela? Comment fais-tu cela? J'ai mes secrets. Ah, alors, ça va pas être bon. Il va falloir que tu nous expliques un petit peu. Explique-nous. Explique-nous. Chacun de mes mouvements est soigneusement calculé pour maintenir mon centre de gravité bien en équilibre. Soigneusement calculé. Alors, allons-y. Voyons ce que ça donne. Tu nous montres sur écran? Bien sûr. Voilà. Hop. Alors, Nao va me refaire une petite démonstration. Sois prudent, Nao, voilà. cette fois-ci. Hein. Tu peux consulter mes données Tout d'équilibre. va bien. Tout va bien. Alors, ce qu'on peut constater ici, c'est que Nao a des capteurs dans ses pieds, des capteurs de pression qui disent voilà quel est le poids qui repose sur son pied droit, sur son pied gauche. Alors, il va soulever ici une de ses jambes et on peut voir que il n'y a plus de poids sur son pied droit, tout le poids est sur son pied gauche. Et en regardant de quel côté se trouve le poids, comment il est incliné au fil de son mouvement, il peut déduire où est son centre de gravité par rapport à ses jambes et calculer ainsi son polygone de sustentation. Là, c'est l'espèce de rectangle en bleu. Le jeu, c'est de garder le point rouge à l'intérieur de la zone en bleu parce que s'il en sort, alors patatras, Nao se casse la figure. Tant qu'il reste bien à l'intérieur, normalement, tout va bien et le robot ne tombe pas et peut faire ses différents mouvements au fur et à mesure. 801, j'aurai bientôt besoin de recharger ma batterie. Ne t'en fais pas, Nao, on s'occupe de ta batterie maintenant que tu as terminé ton petit exercice d'équilibre. Bon travail. Alors, donc on peut le voir un petit peu faire ses mouvements, s'agiter. On peut peut-être faire une autre démonstration avec notre robot Nao. Et puis cette fois-ci, je vais montrer à Nao, je vais accrocher ici, dans son chemin, un petit visage amical, pour lui, c'est un visage de robot. Et le but, ça va être de rejoindre un petit peu ce visage qu'il va pouvoir voir à l'horizon. Donc je l'accroche ici, contre le bureau. Je prends Nao. Bon, tu rechargeras ta batterie plus tard. Hop, hop. Avertissement 801. Ne t'inquiète pas. J'aurai bientôt besoin de recharger ma batterie. Tout ira bien. Alors, Nao, essaie de rejoindre ce panneau. Trop facile. Batterie ou pas batterie, Nao semble penser que ça, c'est trop facile. Alors, puisque c'est trop facile, il va falloir que je lui rajoute un petit peu des obstacles, que je lui complique un petit peu la vie. Alors, on va ouvrir la page tout de même pour pouvoir voir ce qui se passe dans la tête de Nao. Et moi, je vais sortir de mon chapeau les toutes dernières technologies américaines, donc un carton qui va servir d'obstacle. Allez Nao, maintenant qu'il y a un obstacle en travers de ton chemin, c'est mieux comme ça? Évidemment, il faut toujours que tu en rajoutes. Ouais, j'en rajoute. Allez, on te regarde faire. C'est parti. C'est parti. Alors le voilà. Bon, comme on a vu, il est bardé de capteurs. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une photo avec son front ou avec sa bouche et repérer ici sur l'image. Voilà le marqueur, voilà l'obstacle. Il s'aligne dans la bonne direction et il commence à avancer. Notez que sur son torse se trouvent des capteurs, des sonars qui détectent si un obstacle se trouve à sa gauche ou à sa droite. Ici, son sonar de droite a détecté un obstacle. Il va donc se décaler petit à petit vers la gauche. Puis, comme il s'est déplacé, il doit à nouveau rechercher, retrouver la destination. Et aussitôt la photo reprise, il se remet à s'avancer. Mais à nouveau, un obstacle se dresse en travers de son chemin. Toute la question est de savoir si les capteurs le repèrent. Est-il dans le chemin des capteurs? Non. Alors Nao continue d'avancer tranquillement jusqu'à retrouver un obstacle. Il décide alors de s'écarter un petit peu, avec un peu d'aide, et va reprendre une photo, repérer à nouveau, se réaligner, rechercher à nouveau sa destination et avancer petit à petit, lentement mais sûrement, malgré quelques obstacles. Mission accomplie. Mission accomplie. Bravo Nao, félicitations, on t'applaudit bien fort. Bon, pas moi parce que je te tiens à la main, et si je t'applaudis tu tombes. Et te recharger ta batterie en récompense de ton bon travail. Donc vous voyez, bon alors, faire se déplacer un Nao à travers quelques obstacles, ça peut être parfois un petit peu laborieux. Et encore, imaginez si les obstacles étaient mobiles, s'il y avait plusieurs Nao en train de se gêner les uns les autres. Ça c'est une question intéressante parce que quand on se déplace,
C'est quelque chose auquel on ne fait pas trop attention, hein, nous humains. On n'a jamais... Vous savez, quand on apprend à conduire des voitures pour ne pas rentrer dans les autres voitures, bon, on apprend le code de la route, on respecte les règles à la lettre, on se dit on pourrait programmer un code de la route pour les robots, mais ce code-là n'aurait pas forcément beaucoup de sens dans ses interactions avec les humains, parce que les humains, eux, ne respectent pas vraiment un code précis quand ils se déplacent. Juste ils se déplacent et bizarrement, ils ne rentrent pas en collision. Ils ne sont jamais dans le chemin l'un de l'autre. Là, c'est un problème un petit peu intéressant. Hein. Ce qu'on appelle la robotique en essaim. Quand on a tout un essaim, tout un groupe de robots. On peut avoir, par exemple, toute une nuée d'oiseaux. Comme ici, vous avez sans doute déjà observé des nuées d'oiseaux. Et quand on observe des nuées d'oiseaux, vous voyez, on les voit se déplacer. Et quand ils se déplacent, il y a un truc qu'ils font pas, c'est rentrer en collision les uns avec les autres ou se prendre les obstacles. Et il y a quelque chose qu'ils n'ont pas. On pourrait se dire, bon, pour les robots, on peut calculer les coordonnées de tous les robots, trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde. Les moineaux, ils n'ont pas un super moineau central qui récupère toutes leurs coordonnées et qui aboutit à un résultat pour tous les autres. Donc ils doivent chacun se débrouiller avec les petits fragments d'informations parcellaires dont ils disposent. Et en étudiant que ce soit les nuées d'oiseaux, ou les bancs de poissons, ou les essaims d'abeilles, ou d'insectes sociaux, on se rend compte qu'en fait, avec quelques petites règles relativement simples, avec des informations locales, on peut faire des beaux mouvements de foule comme celui-là, et faire plein d'agents qui se déplacent. Les règles sont simples, éviter les collisions. Si on est trop près d'un autre agent, alors on s'écarte. Si on est trop loin des autres, en revanche, on se rapproche. Ça permet de rester tous ensemble. Et une autre règle importante est qu'on veut éviter les changements de vitesse, on veut éviter les brusques changements de direction. Donc si tout le monde va dans une direction, même si on veut aller ailleurs, il vaut mieux accompagner le mouvement et se déplacer dans le même sens que la foule, quitte à faire un petit détour pour atteindre sa destination personnelle. Et avec ces règles-là, avec ces conventions, on peut se déplacer de manière un petit peu plus efficace tous ensemble. Et ces conventions existent, même à un niveau, même si vous n'en avez jamais pris conscience, si vous avez déjà monté un escalator, que vous étiez pressé, vous avez peut-être observé que beaucoup de gens, quand ils ne sont pas pressés, se serrent sur la droite. Les autres passent à gauche pour pouvoir monter plus vite. Quand deux personnes se croisent et qu'elles arrivent face à face, pour ne pas entrer en collision l'une avec l'autre, on s'écarte. Mais si on s'écarte à droite et que l'autre personne fait un pas à gauche, alors on est à nouveau face... Alors, pardon, excusez-moi, si vous avez déjà vécu ça, on appelle ça la danse des piétons, vous savez, quand on voudrait passer, mais on ne sait pas trop s'organiser avec quelqu'un. Mais ça se produit très rarement, en fait. C'est plutôt l'exception que la règle. En général, quand on arrive sur un trottoir et que quelqu'un arrive en face, on n'a aucun problème à s'en écarter naturellement. Pourquoi? Si on a l'habitude de s'écarter sur la droite, et que tout le monde a cette même habitude, si je m'écarte sur la droite, et que la personne en face s'écarte sur sa droite, on va naturellement se contourner, s'éviter. Et en appliquant des règles comme ça relativement simples, on peut réussir à se croiser, à se doubler de manière assez spontanée. Et alors, comme c'est souvent un petit problème avec les robots qui se déplacent, mon Nao ne se déplace pas de manière très naturelle, j'aurais peut-être du mal à anticiper s'il veut aller à gauche, à droite. Donc pour me croiser, des chercheurs, là par exemple du MIT, ont cherché à avoir des comportements un petit peu plus spontanés, un petit peu plus directs, et on illustre un petit peu dans cette vidéo où on voit l'appareil. Alors ils ont fait un petit robot avec des caméras qui se déplacent et puis qui scannent son environnement comme ça, automatiquement. Donc on va le voir se mettre en action, bouger, se déplacer un petit peu. Le principe c'est qu'il est doté de caméras, donc il va prendre des photos de ce qu'il y a autour de lui et faire de la reconnaissance d'image. Il a aussi un petit lidar, un petit système qui va lui permettre d'envoyer des petits lasers et puis de détecter s'il y a un obstacle, à quelle distance, etc. Et grâce à ça, il va obtenir deux informations importantes qu'on va voir s'afficher à l'écran d'une seconde à l'autre. Ici, la carte des obstacles et ici, des photos de ce qu'il voit autour de lui, à gauche, à droite, devant. Et sur ces photos, va s'illuminer, va être marqué avec un système d'intelligence artificielle, de reconnaissance de forme, si oui ou non il y a un obstacle est un être humain. Et lorsqu'un obstacle est identifié comme un être humain, il sera marqué différemment et traité différemment. Parce que le système considère que les êtres humains, les piétons, ont une intention de déplacement. Pour lui, c'est très simple, vous voyez, en termes d'algorithme, c'est tout bête. Un humain, ça va être un vecteur, x, y. Je veux me déplacer dans telle direction, à telle vitesse. Avec simplement deux nombres, une direction, une vitesse. Son but est de réussir à prédire ces deux nombres. Quelle sera la direction et la vitesse souhaitée par les gens? Et souvent, ça n'est pas très difficile. Les gens qui se déplacent ont tendance à simplement vouloir continuer sur leur trajet. Rarement ils font demi-tour, rarement ils cessent instantanément. Quand il y a des autres obstacles autour d'eux, ils s'en écartent, mais d'une manière qui est assez conventionnelle, assez habituelle pour les êtres humains. Et simplement en pensant à ça et en l'implémentant, en le programmant dans le robot, on fait un robot qui est capable de se déplacer d'une manière beaucoup plus naturelle au milieu des gens et de beaucoup moins perturber son environnement. On le voit se déplacer dans les couloirs, s'écarter naturellement des gens
Et puis quand quelqu'un se retrouve et que je n'ai pas moyen de passer sans rentrer dans l'espace personnel de quelqu'un, bon il s'arrête, bon il sait pas ce que c'est prendre un café, hein, il comprend pas vraiment pourquoi la personne s'est arrêtée, pas besoin de ça, hein. Il suffit d'attendre un petit peu, et puis dès que le champ s'est suffisamment dégagé, il se remet naturellement à avancer, sans même qu'on ait conscience de sa présence, il évite de se mettre dans nos jambes, et on a comme ça un robot avec un comportement un petit peu plus intéressant. Alors, ils appellent ça Socially Acceptable Collision Avoidance with Deep Reinforcement Learning. Alors, c'est des titres d'articles scientifiques, vous voyez, ça peut faire peur, mais Socially Acceptable, le but c'est que ce soit socialement acceptable, ça c'est ce qui est nouveau. Vous savez, quand on publie un article de recherche, il faut présenter un travail original, faire quelque chose de nouveau. Alors ce qui est nouveau, c'est qu'ils font ça de manière qu'ils considèrent comme acceptable socialement. De l'évitement de collision, hein, c'est l'histoire du déménageur de piano, éviter les trucs. Et puis Deep Reinforcement Learning, ça c'est comme ça qu'on reconnaît les images. C'est un petit peu le mot-clé, si vous voulez, aujourd'hui. En 1910, il fallait dire qu'il y avait des applications militaires pour des torpilles, pour avoir des financements. Aujourd'hui, vous mettez Deep Learning, vous dites que c'est de l'intelligence artificielle, et puis c'est un petit peu le mot-clé qui vous permet d'avoir tout ce que vous voulez, et de faire vos petits robots qui se déplacent. Donc les petits robots se déplacent. Alors, à un niveau bien plus simple, bien plus basique, on peut faire la démonstration avec les petits timios qu'on avait tout à l'heure, en ajoutant une règle supplémentaire à leur programme, pour éviter, lorsqu'ils arrivent face à un obstacle, de se faire mal et de rentrer dans autre chose. Hop. Reprenons le programme de mon timio. On va rouvrir le logiciel, rebrancher le robot, et ajouter, comme vous l'avez peut-être vu, une nouvelle règle, une nouvelle instruction, juste une, toute simple. En cas de collision, si l'algorithme d'évitement de collision n'a pas marché, alors, petit robot, au lieu de continuer à avancer, tu vas être un peu prudent et te reculer, en tournant vers la droite, disons. Et si tous les robots appliquent cette convention, de reculer, de s'excuser, de céder le passage. Oh pardon, il y a eu collision, je vais m'écarter, au lieu d'insister bêtement. Il suffit même qu'un seul robot le fasse, pour que s'il arrive face à un autre, en cas de collision, hop, le voici qui se met à reculer, comme pour s'excuser de son mouvement, de son faux mouvement, et de la façon dont il est entré en contact avec un autre. Hop. Alors, ce genre de contrainte, hein, ça fait partie de ce qu'on cherche à faire. Que va-t-il se passer? À quoi ressemblera demain en termes de robots? Comme toujours, hein, la science-fiction n'a jamais vraiment quitté le domaine de la robotique. Et on a toujours des tas de vidéos de robots pour les pattes. Peut-être avez-vous vu les robots de Boston Dynamics sur YouTube, je n'en ai pas montré ici, mais ils sont assez sympathiques à voir. Alors je ne les ai pas montrés parce que malheureusement, j'ai pas de référence. Hein. Boston Dynamics n'aime pas beaucoup publier les détails du fonctionnement de ces robots, mais par contre, en termes d'image, c'est assez fantastique. On les voit faire des saltos, éviter des obstacles, etc. La question c'est, est-ce qu'on va en voir demain dans notre quotidien? Alors outre actuellement la question du coût des robots, il y a aussi tous ces petits problèmes, tous ces petits détails concrets de est-ce qu'il évite bien les obstacles, est-ce qu'il ne rentre pas trop en collision avec les gens. Alors, si vous avez vu des films comme Star Wars, vous avez peut-être vu des droïdes comme C3PO franchir des portes. Vous l'avez déjà vu manœuvrer autour d'une porte? Le droïde, il se déplace de manière comme ça un petit peu rigide, comme un pantin. Il manque un petit peu de souplesse. Les portes dans Star Wars, comment fonctionnent-elles? Toujours elles s'ouvrent, toutes seules. Il n'y a jamais besoin d'utiliser une poignée de porte. Heureusement, parce que sinon, ce serait un bien triste spectacle que de regarder un droïde essayer de manœuvrer une poignée de porte dans son mouvement. Alors, pour éviter d'avoir des robots tout rigides, comme ça, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus souple, et pas seulement au niveau des articulations, mais partout, on se pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire de la robotique molle? Alors, un groupe de chercheurs, là, vous voyez, en 2016, il y a quelques années, s'est lancé un défi. Celui d'essayer de fabriquer un robot qui, pour être tout à fait honnête, est plutôt un automate qu'un robot, il n'a pas vraiment de capteur. Mais la règle qui se sont imposées, et c'est un sacré challenge, c'est de faire un robot entièrement mou. C'est-à-dire aucun composant de rigide. Donc, pas de batterie, pas de circuit électronique, pas de moteur, pas d'actuateur. Et pourtant, le système doit être capable de se déplacer. Ils se sont inspirés du poulpe et ont fait une petite créature d'impression en résine 3D. Et comment cette machine est capable de commander, de contrôler ses mouvements? Vous voyez à l'intérieur, il y a plein de petits tuyaux et plein de petites vésicules qui permettent de recevoir des liquides. Ils appellent ça non pas de la microélectronique, puisqu'il n'y a pas d'électronique, mais de la microfluidique. Et le principe de la microfluidique est que les actuateurs sont des chambres où deux liquides vont se mélanger, réagir, et comme dans d'autres expériences qu'on peut voir au Palais de la Découverte, ce mélange va dégager de grandes quantités de gaz. Ce gaz va gonfler la poche et faire plier les membres subitement, qui va pouvoir ainsi battre l'eau. Et puis petit à petit, au bout d'un moment,
le gaz va s'échapper par des évents et les pattes vont reprendre, les tentacules vont reprendre leur position normale. Et de manière plus intéressante, lorsque les poches se dégonflent, les tuyaux qui étaient pincés par la pression vont se rouvrir et permettre la circulation, de sorte que certains fragments du circuit vont pouvoir contrôler l'activation alternative de certains autres, et ainsi il va pouvoir battre alternativement de certains tentacules, puis d'autres, et de cette manière s'avancer, se déplacer. Alors peut-être qu'on pourra avoir des matériaux bien inspirés comme celui-là, ou capables de cicatriser, ou d'autres choses. Alors bien sûr, ça c'est encore dans un laboratoire, hein, un petit prototype qui ne fait pas grand-chose, comme en son temps l'Electric Dog se contentait de suivre une lumière et d'aller à gauche et à droite, mais peut-être qu'on pourra avoir des robots souples ou des robots cicatrisants à l'avenir. Tu as confiance, Nao? Toi aussi tu penses que tu auras des membres souples? Ouais, il en est sûr. Il a l'air confiant. Allez, merci Nao. Au revoir Nao. Au revoir. Oui, au revoir. Bon. Eh bien merci à tous, et voilà qui conclut notre exposé. Au revoir tout le monde, au revoir les enfants, à bientôt.